C'est la lutte finale. Je n'ai pas les paroles de cette merde. Groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs. Bienvenue à l'écoute de cet épisode 53 de l'école des facs. Souvenez-vous, lors de l'émission de janvier, je vous avais signifié comme bonne résolution pour la nouvelle année mon intention de rentrer mes chroniques au moins 24 heures à l'avance. Néanmoins, je n'avais rien promis concernant mes introductions et c'est donc sans aucune honte que je me présente à vous en totale improvisation. Malgré tout, je vais introduire les magnifiques personnes qui m'accompagnent une fois de plus ce soir. Donc ce soir avec nous avons Audrey. Bonsoir. Coucou. Nous avons Émeric. Bonjour, bonsoir. Nous avons Julien. Bonsoir, sachez que 53 est un nombre premier. Nous avons Kepre. Bonsoir, bonjour. Nous avons Sous-X. Salut à toutes et à tous, bonsoir. Et vous pourriez me dire que cela fait l'équipe au complet. Eh bien non, car nous avons une nouvelle membre qui nous a rejoint dans l'école des facs et c'est Karen qui rejoint l'équipe à titre définitif, complet, total. Bonsoir Karen. Oui. Bonsoir. Je suis ravie d'avoir passé l'examen d'entrée dans l'épisode. Wouhou. C'est bien, ça sentira un peu moins le fennec ici. Super. Voilà. Gromly se sent offensé. Et ce soir, en plus de nous adjoindre de Karen, nous avons un invité et c'est Zu. Bonsoir Zu. Bonsoir. Ouais. J'ai une boîte à ouais. Une boîte à ouais. J'espère que c'est pas une boîte à wesh. Oh Voilà. Maintenant, le moulin est fermé maintenant à Lisieux. Et alors, au menu de notre carte de février, Julien nous a préparé un joli dossier sur WhatsApp. Mais avant cela, j'ai envie de vous conseiller de vous asseoir au coin du feu, un bon chocolat chaud, vegan de préférence à la main pour écouter un joli conte 2.0. Il était une fois un algorithme de recommandation dont Zu et Audrey vont nous parler. Il était une fois le petit Julien. Le petit Julien aimait beaucoup regarder des films et des séries. Un soir, comme tant d'autres, tandis qu'il revenait de sa petite course digestive de 48 km, il s'exclama. Oh, c'est étrange, je n'ai pas sommeil. Si je regardais quelque chose sur Netflix. Il alluma son poste et quelque chose de terrible se produisit. Face à lui, l'écran allumé et des dizaines de programmes à sa disposition, mais impossible de choisir. Il fit alors ce que tout bon ressortissant suisse aurait fait. C'est-à-dire une votation. Non, voyons, ça n'aurait aucun sens. Et puis, de quoi je me mêle? C'est ma narration d'abord. Alors, déjà ici, on fait pas de la fiction, donc on appelle ça une chronique. Et ensuite, c'est cousu de fil blanc, ton histoire. Ah bon? Bah oui, regarde, il va scroller, et tada, recommandé pour vous. Avec ça, pas besoin de chercher. C'est vrai que c'est bien pratique. Julien passa en revue la liste des films proposés. Le Loup de Wall Street, Uncut Gems, The Last Dance. Malheureusement, aucun de ces films n'a l'air de le motiver. En même temps, on touche un peu à la limite de la curation par similarité, c'est l'éternelle conversation sur les bulles filtrantes, faut-il s'y complaindre ou s'en extraire? Mais bon, déjà je suis en train de faire de la fiction à l'école des facs, si en plus on fait une chronique d'1 heure, je vais me faire virer par le directeur. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme solution? Il pourrait jeter un œil au top 10. Non mais, c'est quoi ces films? Y a pas moyen, moi je laisse pas Julien regarder ça avant de dormir. Bon, numéro 10, crack, cocaïne, corruption et conspiration, je comprends. Mais numéro 8, Outside the Wire. Bon, c'est tellement mauvais qu'on n'a pas fait d'épisode de Watchlist dessus. Numéro 6, c'est The Emoji Movie. S'il joue pas à Phasmophobia, ce soir, c'est pas pour faire plus de cauchemars avec ce genre de truc. Bon, numéro 4, il y a Détective Pikachu. Ça passe, non? Ah non, il l'a déjà vu pour G7, on va pas lui faire regarder ça tous les mois quand même. Bon, numéro 2, We Can Be Heroes.
Alors avec ça, pas de mauvais rêve, je suis sûr qu'il va s'endormir paisiblement. Ouais, alors là, je sais même pas ce que c'est. Hein. Bah voyons, c'est la suite spirituelle de Spy Kids, Shark Boy et Lava Girl. Et en plus, il y a Pedro Pascal dedans, et il combat des aliens, et c'est trop cool. Et... Non, mais Zu, c'est quoi ce top là, ça sort d'où, ces données-là? Alors, avant, on savait pas vraiment. Mais à partir de 2018, Netflix a laissé entendre que ce qu'elle comptait pour un spectateur était un compte qui a regardé au moins 70% d'un film, ok pourquoi pas, ou d'un épisode de série. Et là, la méthode devient hyper discutable. Par exemple, tu prends... moi. Je suis en train de regarder Modern Family. 10 saisons sur Netflix, une vingtaine d'épisodes chacune, 20 minutes par épisode. Ça veut dire que je suis comptabilisé comme un spectateur de Modern Family pour le mois, à partir du moment où j'ai regardé 14 minutes d'un épisode. Au mois de janvier, j'ai terminé la dernière saison, soit environ 400 minutes, soit une non-comptabilisation de 96,5% de mon visionnage. Pire, si quelqu'un avait le bon goût de regarder l'intégralité de la série en un mois, et pensez-y, le 3e confinement arrive, à 4000 minutes pour la série, on a une non-comptabilisation de 99,65% de la durée de visionnage. Mais c'est énorme! En effet, pour dire Zu a regardé Modern Family ce mois-ci, il faut que je regarde la série pendant 14 minutes. Pour dire Zu a regardé The Irishman ce mois-ci, il faut que je regarde le film pendant 2h27 minutes. Et vu qu'en réalité j'ai plutôt regardé 2h27 de Modern Family et que je me suis endormi à 14 minutes de The Irishman, eh bien c'est injuste pour l'un comme pour l'autre. Mais bon, tout ça, c'était avant. Début 2020, Reed Hastings, PDG de Netflix, a annoncé la nouvelle méthode suivante. La plateforme comptabilisera un spectateur à partir de 2 minutes de visionnage d'un film ou d'une série. Si on reprend l'exemple un peu plus haut, on passe pour une saison en un mois de 96,5% non comptabilisé à 99,5% non comptabilisé. Et pour la série en un mois, 99,65% non comptabilisé à 99,95% non comptabilisé. Ouais, donc en gros, ça change pas grand-chose, quoi. Pour la comptabilisation, vu comme ça, pas forcément, mais en fait, ça permet à Netflix d'augmenter ses audiences de 35%, totalement artificiellement et en toute transparence. Et ça, en plus, c'était avant le Covid. Ah ouais, donc... Mais c'est énorme! Eh oui! Au final, ils font un peu dire ce qu'ils veulent à leurs chiffres. Là où ils sont forts, c'est qu'ils font ça en toute transparence et qu'ils peuvent communiquer sur ce qu'ils veulent en fonction de ce qui les arrange. Les starters, comptabilisés à partir de 2 minutes de visionnage d'un film ou d'un épisode de série. Les watchers, comptabilisés à partir de 70% d'un épisode ou d'un film. Et les completers, celles et ceux qui ont regardé au moins 90% d'un film ou d'une saison d'une série. Mais du coup, leur top, c'est ce qui fonctionne vraiment ou c'est ce qu'ils veulent qui fonctionne? C'est une bonne question. Malheureusement, il n'existe pas d'organisme indépendant de certification des audiences de streaming, ni en France ni à l'international. Donc, tu t'en doutes, on est loin d'avoir le fin mot de cette histoire. D'accord, mais là, du coup, on parle uniquement de Netflix. Est-ce que c'est pareil chez les autres? Oui, à peu près, mais bon. Chez Amazon Prime, leur interface est tellement dégueulasse que c'est difficile de voir quoi que ce soit, sauf quand c'est vraiment mis en avant, sur 17 lignes, 43 catégories différentes. Oui, je te vois, American Gods. Quant à Disney+, ils essaient déjà de jongler avec la cohérence de leur catalogue tel une huître dans un magasin de porcelaine, donc la mise en avant, ce sera un problème pour eux quand ils sortiront plus d'un nouveau programme à la fois. Bon, d'accord pour la mise en avant, mais par contre, pour les audiences, ça donne quoi? C'est pareil, ça communique quand bon leur semble, avec les définitions qu'ils veulent, et un contrôle absolument limité. Attends, j'entends quelque chose qui bouge, je crois que Julien a une idée. Si la CPM réussit à avoir une mesure d'audience pour le podcast, pourquoi on pourrait pas avoir la même chose ici? Voilà qu'une question qu'elle est pertinente. C'est vrai, mais pour le moment, on a 2 branches qui ne se sont pas encore rencontrées, et la faille entre elles est encore plus visible quand on remonte à l'histoire de la construction des 2 principaux organismes certificateurs d'audience en France, que sont l'ACPM et Médiamétrie. Du coup, l'ACPM, à la base, c'est l'OJT, l'Office de justification du tirage, qui justifiait donc les tirages de la presse écrite en 1923. En 2001, tournant majeur, la lecture de la presse par Internet. Puis, quitte à comptabiliser des trucs sur le net, autant compter le trafic sur des web radios, vu que les copains de l'audimat ne savent pas vraiment faire. Oui, on va parler de la méthode médiamétrie dans un instant. Et au final, de la web radio au podcast, y a qu'un pas. Le fan de chiffres podcastiques en moi adore la direction que prend cette chronique, mais on s'égare pas un peu? Oui, non. C'est un léger détour, car
on peut se dire que compter des audiences de streaming de podcast ou de streaming vidéo, c'est juste un pas en plus en fait. Mais non. Regardons de l'autre côté du ring, ou du point de vue télé et radio hors web, c'est Médiamétrie qui fournit les chiffres. Et leur méthode à eux, c'est le sondage. Comme ils le disent sur leur site internet, leur expertise c'est concevoir, échantillonner, recueillir, calculer, restituer. À comprendre, concevoir des sondages, échantillonner des populations, recueillir des données, calculer des résultats et restituer de manière compréhensible. D'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi eux, ils ne font pas aussi pour la VOD ? Mais ils le font. Et pourquoi t'as pas commencé par ça ? Mais ils le font par sondage. Citation. Médiamétrie, en partenariat avec Harris Interactive, interroge quotidiennement plus de 2000 internautes âgés de 15 ans ou plus sur leurs habitudes de consommation de la SVOD via un panel online. Bon, si on fait un rapide calcul doigt mouillé, il y a à peu près 7,6 millions d'utilisateurs de Netflix, à peu près pareil de Prime, 2 millions sur Disney+, ça fait en France à peu près 17 millions d'utilisateurs. Si on prend 2000 internautes interrogés tous les jours, ça fait à peu près 60 000 interrogations. 60 000 interrogations par rapport à 17 millions, c'est peanuts. Contrairement à tout à l'heure, je vais pas non plus trop crier au loup comme sur les tops, parce qu'en fonction de l'échantillonnage, l'équilibrage de l'échantillonnage, ça peut être représentatif de la population. Puis j'ajouterais quand même que c'est leur métier depuis 35 ans, donc on peut supposer qu'ils savent le faire. Oui, ou alors je pourrais ressortir mes bouquins de stats et en avoir le cœur net, mais... La flemme. Bon, on conclut ? Ouais, mais du coup, on fait comment pour choisir ? On fait un mélange de plusieurs choses. Déjà, on peut faire confiance à l'algorithme et se laisser porter par les recommandations poussées selon nos goûts ou selon les agendas des plateformes. Ou alors totalement effacer son historique de visionnage, quitte à perdre la précieuse différenciation entre ce que j'ai vu et pas encore vu. C'est une manipulation qui est pas forcément des plus accessibles en plus. Mais si vous êtes dans le besoin d'assistance, vous pouvez contacter Audrey, les PILF et les MILF de préférence. Papy I'd like to help et Mamie I'd like to help. Oui, sinon les gens peuvent aussi se débrouiller. Je suis pas le helpdesk du monde entier non plus. Non, juste de la Normandie. C'est vrai. Soyez curieux, parlez-en autour de vous. La pratique du streaming n'est plus une activité réservée aux ados boutonneux ou boutonneuses enfermés dans leur cave entre deux raids de WoW. Elle s'est démocratisée au point même d'avoir des boomers de la SVOD, coucou Mike Canal et les quarantenaires qui veulent juste regarder les mêmes choses qu'avant, mais sans louper les 10 premières minutes parce que les gosses voulaient pas aller dormir. Autre astuce, vous pouvez consulter les tops des différents pays du monde sur le site Flixpatrol pour changer de point de vue. Ou alors, regardez les recherches les plus populaires ou les nouveautés avec les meilleurs scores IMDb sur le site Just Watch. Ou même écouter Watchlist tous les lundis matins pour une nouvelle recommandation. C'est à la fin la pub, on a dit. Pardon. Bon, il a choisi quoi, Julien ? Je crois que tu l'as endormi du coup avec tous tes chiffres. Au moins il rêvera de quelque chose qu'il aime. Julien. Tout ça pour une pub. Bravo. Merci pour ce joli petit conte post-Noël. C'était une très belle pub dissimulée, en effet. C'était très très bien. Ça, le storytelling. C'était une pub pour quoi déjà ? Le cross-média. Pour Watchlist tous les lundis matins. Watchlist tous les lundis matins. C'est ça. C'est un podcast, c'est ça ? C'est un podcast, du label podcast donné au Patreon. Le nom du podcast c'est Watchlist tous les lundis matins d'ailleurs. Et ça sort quand ? Ça sort le mardi soir. Mais est-ce qu'on peut donner de l'argent ? Oui. On fera ça à la fin. Bon, sinon j'ai 2 points pour votre chronique. Ah. Oui. Des bons points ? Je ne sais pas. 2 pouces. Le premier point, c'est que la méthode de médiamétrie par sondage est efficiente pour la télé et la radio parce qu'elle a une marge d'erreur de plus ou moins 100 000. Et on considère que c'est OK pour une population de gens qui regardent la télé ou qui écoutent la radio qui doit être autour de 30 ou 40 millions de personnes. Oui. Donc effectivement ça peut paraître très arriéré comme méthode, mais statistiquement ça a du sens. Et sachez que les statisticiens et les statisticiennes, j'ai l'impression que c'est le début d'une chanson paillarde, de médiamétrie, sont souvent récompensés pour leurs travaux
d'un point de vue scientifique. Ça, C'est c'était pour la ça, première d'ailleurs, chose. que j'ai précisé que je criais pas au loup sur ce thème-là, parce que comme j'ai pas fait l'effort de refaire tous les calculs, et que quand même ça fait 35 ans qu'ils font ça, c'est qu'à un moment ils doivent savoir faire. Ouais, puis il n'y a pas que le sondage, il y a aussi le boîtier. Le fameux boîtier qu'ils mettent dans des familles et qui du coup enregistre, capte ce que tu regardes, quand et qui. Et ça vient affiner les sondages en fait. La dernière fois que j'ai entendu parler boîtier. de ce boîtier, c'était sur un échantillon de 5000 personnes. Si je dis pas de bêtises. 20 000. Combien tu Et dis pas qu'il pour la prend SVOD. Non, pas pour la 1900. SVOD, hein, je parle que pour la télé et la radio. Après, sur les statistiques, même sans être un grand statisticien, ce que je trouve compliqué à l'ère actuelle, c'est que les profils socio-démographiques, etc., sont de plus en plus complexes, et que j'ai l'impression, en tout cas c'est de mon expérience professionnelle par rapport à ça, et des incohérences entre différents instituts qui te disent tous avoir des choses représentatives, etc., que c'est de plus en plus compliqué. On n'est pas juste sur un foyer avec 2 enfants d'ouvriers ou je sais pas quoi, ça s'entremêle beaucoup plus dans les critères qui représentent une personne par rapport à ses centres d'intérêt, par rapport à plein d'aspects, et je sais pas si ça va réussir à rester pertinent. Enfin, la classe sociale des années 60-70 avec une famille d'ouvriers ou d'agriculteurs, il y avait vraiment des différences beaucoup plus grandes avec les cadres supérieurs que ce qu'on observe aujourd'hui. Donc je sais pas s'ils vont réussir à garder des significativités dans les études pendant très longtemps, mais c'est un petit aparté. Ok. Deuxième point, c'est donc Netflix n'a aucun intérêt à publier ces chiffres, puisque le chiffre le plus pertinent pour eux et leurs actionnaires, c'est le nombre d'abonnements. Que tu regardes ou que tu regardes pas, ça ne change rien pour eux, puisque c'est la même somme qui tombe. Même si en vrai, pas tout à fait, puisqu'ils doivent parfois reverser un pourcentage en fonction de ce que tu regardes. Mais souvent, c'est juste ils achètent le droit de distribution. Et il n'y a pas de pub. Donc il n'y a rien à monétiser. Donc en fait, il n'y a vraiment pour eux aucun intérêt de communiquer des chiffres bruts ou vrais. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. De toute façon, il n'y a aucun moyen de le vérifier. Et on ne pourra, je pense, jamais le vérifier, puisqu'on n'est pas prêt de voir de la pub sur Netflix. C'est triste, mais... Sauf qu'aujourd'hui, de la pub, t'en as sur Netflix. Dans le sens où t'as quand même pas mal de films et de séries où il y a du placement de produits. Et une marque comme Audi qui va prêter ses voitures pour une série comme Lupin, elle a peut-être envie de savoir ce que va être le retour sur investissement. Ouais, mais alors, du coup, ça rejoint un truc que vous avez dit dans votre chronique, sur les recommandations, enfin dans les listes de recommandations par profil. Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent qui fonctionne ou ce qui fonctionne vraiment? Je pense que dans tous les cas, ils poussent leur prod, parce que, alors du coup, moi dans mon cas, je me retrouve avec parfois des trucs que j'ai déjà vus, des trucs que je vais pas continuer parce que c'était nul, donc genre j'ai regardé 2 minutes et ça fait 3 mois que j'ai pas touché, ils me le recommandent toujours, ou alors des trucs en rapport avec d'autres choses que j'ai déjà regardées mais que j'ai indiqué que j'avais pas aimé, et du coup je me retrouve à passer du temps, comme tout le monde, la fameuse blague, tu passes plus de temps à chercher quoi regarder sur Netflix qu'à regarder un truc, et tu te retrouves à regarder les trucs qui sont le plus poussés, c'est-à-dire Bridgerton, Lupin et plein d'autres choses, et toi, en t'écoutes plus, pas Watchlist tous les lundis matins? Ça m'arrive des fois. J'ai déjà regardé ce qu'ils ont recommandé. J'ai surtout l'impression d'entendre Kepra parler de TikTok là. Non mais alors, mon autre argument, c'est que là ils viennent de pousser la fonctionnalité directe où ils mettront, ils diffusent leur prod uniquement, et ça devient du coup vraiment flagrant que le but de Netflix, c'est que les gens regardent. Qui viennent sur leur truc pour regarder ce que tout le monde regarde, quoi. Et d'ailleurs, petit aparté. C'est beaucoup aparté. plus intéressant. Pardon. Non, je faisais un aparté, mais c'est très drôle quand vous regardez les productions Apple Plus qui sont contemporaines, en tout cas dont l'histoire est contemporaine.
parce que c'est vraiment du placement de produit. Je pense à Defending Jacob. Je sais pas si vous avez vu cette série, cette mini-série qui n'est clairement que d'une saison, pour pas vous spoiler la fin, et où en fait tous les personnages n'utilisent que du Apple, et j'ai trouvé ça amusant parce que j'ai trouvé ça amusant parce que ça m'a rappelé des articles que j'avais lus par le passé où on voyait les critères pour qu'un personnage puisse utiliser du Apple par rapport aux questions sur les placements de produits. Oui, en fait, vous pouvez vous spoiler les films où vous voyez des personnages avec du Apple parce qu'un personnage utilisant de l'Apple est forcément un gentil. Donc en fait, s'il y a des doutes sur un personnage dans un film, Apple n'accepte pas qu'un méchant utilise, en tout cas c'était ça à l'époque, utilise de l'Apple. Alors que là, en effet, dans les productions Apple, ils n'ont pas cette question à se poser parce que finalement, ils ont juste envie de pousser leurs produits. Et je n'avais pas pensé naïvement que l'une des utilisations possibles de Apple Plus était pour Apple de juste communiquer, faire du bourrage de crâne sur ses produits. Voilà, c'est un petit aparté. Mais c'était intéressant ce que disait Karen par rapport aux séries que tu commences, par exemple, qui faussent complètement les statistiques, parce que si tu commences une série, tu regardes les 2 premières minutes, déjà tu vas être considéré comme quelqu'un qui visionne cette série, alors que tu as pu arrêter après 5 minutes et ne jamais relancer la série. Et d'ailleurs, dans l'interface de Netflix, il y a cet énorme défaut que tu ne peux pas supprimer quelque chose que tu as commencé, qui va rester dans cette fameuse liste de continuer... qui éternellement, si tu ne vas pas dans ton historique de visionnage, dans tous les menus paramètres pour aller supprimer spécifiquement ce truc manuellement, t'as pas juste une option dans l'interface, quoi. Qui n'est disponible que sur navigateur. Oui. Pas en plus. Pas dans les applications, pas sur les Smart TV. Donc ce qui est frustrant. Vous utilisez vraiment au bout d'un moment. Ah, ça s'efface au bout d'un moment. Vous utilisez vraiment les recommandations? Je sais pas, je regarde les choses dont j'ai entendu parler, je ne me fie pas du tout à ça. Grâce à Watch. Moi, je suis un pigeon. Je suis un petit mouton, je sais pas. Mais moi, après Noël, je traînais sur la télé et ma télé Netflix m'a dit « Oh, et si tu regardais Bridgerton parce que tu as apprécié Orgueil et Préjugés ?» Et j'ai cliqué et j'ai apprécié Bridgerton. Donc si, moi je regarde les recommandations et je regarde même les bandes annonces de ça va bientôt être sur Netflix. Et c'est quasiment que pour des trucs produits par Netflix. Il faudra qu'on regarde, il y a peut-être une corrélation entre personnes qui ont un flux cohérent et intéressant sur TikTok et personnes appréciant les recommandations sur Netflix. Bah moi j'ai les deux, en tout cas. Écoute, j'ai pas de compte TikTok, donc je peux pas participer à l'étude. Mais la semaine dernière, dans mes recos, il y avait un truc et je me suis maté toute la saison en 2 jours parce que je suis faible. Et c'est Wings. Et voilà. Oh non. Mais si. moi j'avais une question par rapport à votre chronique. Est-ce que vous voulez plus de transparence parce que vous avez l'impression que Netflix fausse un peu le game en poussant des trucs qui sont pas vraiment les trucs les plus regardés, ou est-ce que vous voulez que l'algo de curation de Netflix soit meilleur? Je pense que l'algo de curation aujourd'hui il est pas si mauvais. Mais ce qu'on aimerait, c'est effectivement plus de transparence. Non pas que on va crier au complot et que le grand capital et que c'est une machination, mais au moins comme ça, on sait. Ok. Moi aussi, j'ai une question. Vous avez pas parlé du pourcentage d'avis positifs. J'ai jamais trouvé où est-ce qu'on pouvait laisser un avis positif. Oh, c'est caché dans la fiche du film ou de la série. Et je n'utilise jamais cette fonction et je ne regarde jamais le pourcentage d'avis positifs. Ou quand tu arrives à la fin, en fait, il te propose de mettre un pouce, un plus ou un pouce en l'air ou un pouce qui descend, comme l'a dit Karen. Et on est d'accord que le pourcentage recommandé à 90%, c'est pas ça a été recommandé par 90% des utilisateurs, c'est recommandé par rapport à votre profil, ça vous correspond à 90%. Oui, on est d'accord. Moi je le comprends pas comme non, ça. Ouais, moi je pensais plutôt que c'était 90% des personnes qui il me semble que c'est lié à ton profil. 98% de match, ça veut dire grosso modo que ça 98% des gens qui ont à peu près le même profil que toi l'ont recommandé. Je ne connais pas Netflix, wesh.
Donc si tu regardes que 2 minutes de merde à chaque fois, tu te retrouves avec... C'est ça. Si tu te fais jamais... si tu récupères jamais de swipe de match sur Tinder, tu te récupères que des gens qui ne matchent que n'importe quoi aussi. C'est vrai que c'est fou, quoi. Plus tu enchaînes des choses qui ne te plaisent pas, que tu regardes 2 minutes, plus on va te proposer. Moi, c'est pour ça, je pense que l'algorithme de Netflix, il est pété, mais qu'il l'améliore pas parce qu'ils s'en foutent. C'est trop intéressant. Bah ouais, ils ont juste à pousser leur truc, donc. Mais inversement, moi, je le trouve pas ouf, quoi. L'algorithme joue sur une tendance dont on avait parlé dans l'épisode live au Charlie de Watchlist, qui est les gens ne se souviennent que des dernières choses qu'ils ont regardées. Et c'est pour ça que d'instinct, l'algorithme va recommander des choses en relation avec le dernier type d'œuvre que tu as pu regarder. Par exemple, j'ai plusieurs profils sur mon compte Netflix. Un est pour mes parents, et un jour ils se sont plantés, et ils ont regardé sur mon compte, et ils ont regardé un documentaire sur les émigrés en Australie, un truc qui les intéresse vachement. Sauf que après, pendant presque 3 mois, je me suis retrouvé avec des recommandations de documentaires, de films sur l'immigration, de trucs hyper sérieux et qui ne me conviennent pas du tout. Alors que avant, oui, mais sauf que quand tu regardes, c'est un épisode d'une série de documentaires face à la pléthore de mangas, à la pléthore de films d'aventure, à la pléthore de comédies, de stand-up, de documentaires sur la bouffe, de télé-réalité que je peux me mater, et qu'est-ce que l'algorithme a mis en avant ? Le dernier truc qui a été regardé sur mon compte. Selon un sondage qui a été fait pour Recode, qui est un site tech US, à la question pourquoi vous payez une souscription, enfin un abonnement à Netflix, la réponse, parce que j'aime le contenu qu'il cure pour moi, je sais pas comment le traduire en français, qui me propose... Qu'il présélectionne pour moi. Qu'il présélectionne pour moi, c'est la 6e sur 8. Donc je pense qu'il est admis que l'algo est un peu pété. La première étant... Spotify, ça c'est clair. Ouais. La première étant je n'aime pas être interrompu par des pubs. Je vous trouve un peu dur quand même, parce que on connaît pas d'autres gros médias comme ça qui expliquent comment ils comptent, comment fonctionne leur algorithme de curation. YouTube, Kepra nous a fait toute une chronique dessus, et c'était pas vraiment expliqué. Déjà YouTube il compte plus simplement, parce que tu regardes 1 seconde, c'est compté comme une vue, non? C'est ça? Une fois que je rigole à moitié, je crois que c'est pas beaucoup. C'est 5 secondes. 5 secondes? Okay. Après, est-ce que les 5 secondes pour une vue, est-ce que les 5 secondes pour une vue correspondent à ceux sur la base sur laquelle ils partent pour faire des recommandations? J'en ai aucune idée. Je pense que c'est plutôt sur les taux de complétion quand même. J'ai pas les informations en tête, mais vu qu'ils ont dans les chiffres qu'ils fournissent sur des campagnes publicitaires, par exemple, toutes les différentes informations sur les complétions, et que on sait que les revenus des créateurs de contenu sont quand même fortement basés sur les taux de complétion de leur vue, je suppose que à l'inverse d'un Netflix, il y a quand même une prise en compte bien plus forte des taux de complétion. Je suppose. Il faudrait vérifier si l'information est partagée. Pour répondre à ton point sous X, effectivement, on est dur, notamment toujours, comme tu dis, parce que c'est les seuls qui donnent un peu de chiffres, mais justement comme ils sont dans une position très, le mot monopole est un peu fort, mais en tout cas majoritaire sur le marché. On attend d'eux qui montrent l'exemple et qui installent une sorte d'environnement. Comment ça majoritaire? Comment ça majoritaire? Dans la chronique, vous dites 7 millions pour Netflix, 7 millions pour Amazon. J'allais dire en termes de production. Il y a pas de majorité.
il y a égalité. Oui, le mot est effectivement... Oui, mais Prime, ils produisent quasiment rien. Quand tu vois que cette année, Netflix va sortir plus d'un film par semaine, je pense qu'on peut dire qu'ils ont une position assez dominante sur le marché de la SVOD. Je regarde pas mal Amazon et de plus en plus, on voit quand même du contenu 100% Amazon arriver. Hein. Il y en a. De plus en plus. Hein. On en parle dans Watchlist tous les lundis matins ou... On parle quand même plus toutes les plateformes. On parle de toutes les plateformes. On a même parlé de MyCanal il y a quelques temps. Donc, mais est-ce que vous avez parlé de Salto? Non, de Quibi. Audrey. Salto, c'est pas encore sorti, si? Alors Quibi, c'est mort. Salto, Salto, c'est sorti. Et non, c'est vrai, on n'a pas trop fait de chroniques sur des contenus sur Salto. C'est quoi le problème de MyCanal là? Il y a des très bonnes séries, des films français un peu moins produits que Netflix. En fait, je crois qu'elles sont surtout déjà disponibles sur Netflix. Non, la plupart des éléments qui sont... c'est pas sur MyCanal. Non. Non, mais c'est sur Netflix. Il y a beaucoup de prod canal qui sont que sur MyCanal. Ah oui. Et de films français qui sont pas dispo encore ailleurs. Quoi. Non, je pensais que vous compariez Salto et Netflix. Bien. Ouais. Plus personne n'a de questions, de commentaires à faire sur ce merveilleux ou non algorithme Netflix. Moi, je voulais trigger des gens en disant que Netflix me dit que j'ai 98% de matchs avec 24, alors que ça n'a aucun intérêt. C'est bien 24. C'est la meilleure série du monde après Scrubs. Julien, il doit être content parce qu'avec G7, il doit avoir un superbe algorithme de... J'attends l'arrivée de Scrubs sur Netflix pour savoir à combien je match avec cette série. Qu'est-ce que c'est que G7 spécial, Julien, juste pour les films que tu regardes pour G7, comme ça t'es pas mais je crois que pour être honnête, j'ai dû voir plus de films sur Prime pour G7 que sur Netflix. Ils ont pas les films nuls qu'on regarde. Et c'est quoi G7 en fait? Alors G7, c'est tous les mois, c'est un podcast sur les films de jeux vidéo en présence de Emmerich, Souzix, Taldus et Fessal, et puis de temps en temps des invités. Ah, très intéressant, ça me semble très bien, vraiment. Et est-ce qu'on peut donner de l'argent pour les soutenir? Bien sûr, si vous voulez payer les films qu'on loue, parce que souvent on doit les louer, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/podcut, vous aiderez le label ainsi que les 23 autres podcasts. Ah bien merci, je ne savais pas. Merci. Que de bonnes informations. Et d'ailleurs Julien, tant que tu as la parole, tu comptais nous parler un petit peu de WhatsApp si j'ai bien compris. Ouais, réglez le volume parce que je pense que je vais crier. Hein. T'es déjà à 50%. Ouch. Je comprends que tu sois énervé par la politique de sécurité de WhatsApp, c'est honteux ce qu'ils font. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain le système signal sera le hub commun. Camarades, l'heure est grave. Oui, comme le dit El Comandante Macron, nous sommes en guerre. Mais nous, ce n'est pas contre un virus, mais bien notre némésis, le général Zuckerberg. Oui, Zuckerberg. Oh mon Dieu. On a frôlé la catastrophe. Oui. Laissez-moi finir cette chronique, je suis dans mon personnage. Tu veux pas le faire avec un petit accent un accent allemand? Vous êtes des monstres. Non. On va éviter. Oui, le général a encore frappé au sein de nos troupes pour porter atteinte à notre vie privée. Rappelez-vous quelle ne fut pas notre surprise quand en 2014, le général lâcha 22 milliards de dollars pour s'offrir WhatsApp, au nez et à la barbe de la République démocratique de Google, qui n'en offrit que 10. À l'époque, le système avait environ 1 milliard d'utilisateurs, car dans beaucoup de pays, les SMS ne sont pas et ne sont toujours pas illimités. Et c'est pour cela que l'application a si bien fonctionné.
En 2016, le chiffrement des messages de bout en bout est mis en place, je ne vais pas faire de liaison dangereuse, sur WhatsApp. Et vous savez quelle méthode ? Avec El Protocol Signal, notre sauveur. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, si un ou une pirate, parce que on inclut tout le monde, arrive un jour à péter le chiffrement de WhatsApp, il y a de grandes chances que il ou elle fasse la même chose sur le système Signal. Continuons avec les parallèles entre les deux. La Fondation Signal, qui gère l'application du même nom, ainsi que Facebook qui détient WhatsApp, sont toutes les deux établies sur le sol américain. Selon les révélations de Edward Snowden, l'État américain peut forcer une entreprise à insérer des portes dérobées, dit backdoor, en lui interdisant d'en informer ses usagers. Cela afin bien sûr de récolter des informations à la nez et à la barbe des utilisateurs. Cela vaut donc pour les deux. Autre point commun, les deux ont des data centers aux États-Unis qui stockent vos données chiffrées. Car oui, les deux fonctionnent en architecture centralisée pour des raisons d'efficacité, selon eux. Mais camarades, ne te détrompe pas. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de WhatsApp, qui a déjà été piraté par des agences gouvernementales pour faire de la surveillance de dissidents à des régimes en place. Je trouve juste idiot que des lambdas qui utilisent WhatsApp en Europe pour organiser des week-ends, échanger des photos avec leur famille ou se tenir informés entre potes vivant dans plusieurs villes, clament haut et fort leur départ de WhatsApp. Vous n'êtes pas des lanceurs d'alerte, vous n'êtes pas des figures politiques, vous n'êtes pas des sources à protéger, donc s'il vous plaît, arrêtez de nous casser les couilles et les ovaires à vouloir faire migrer toute la famille sur Signal, alors que ça nous a pris 2 ans de mettre tonton Gérard sur le groupe, après 2 week-ends à lui expliquer le fonctionnement de l'application WhatsApp. Surtout qu'en Europe, le GDPR, donc cette réglementation qui veut un peu regarder ce que font les géants de la tech avec nos données, nous protège des changements qu'a mis en place WhatsApp début 2021. Car c'est vrai que j'ai un peu oublié de vous parler de ça. Donc, nous sommes début 2021, nous sommes confinés, en fait c'est comme maintenant quoi. WhatsApp envoie un message à tous ses utilisateurs et utilisatrices pour les prévenir que maintenant, leurs informations, et non pas leurs données, seront partagées avec des tiers qui paieront l'accès à ces données, après retraitement de masse. Et oui, j'ai dit information et non données car WhatsApp ne peut pas lire vos données. Désolé pour la saturation du micro. Mais je le répète, WhatsApp ne peut pas lire vos messages. Voilà. Depuis 2018, on lui reproche de ne pas faire de modération sur des groupes propulsant des fausses informations, pouvant aller jusqu'au meurtre, comme en Inde. On accusait des personnes d'avoir violé des enfants et du coup la foule les tuait. C'était propagé par WhatsApp, mais WhatsApp ne peut pas modérer ça, puisque WhatsApp n'a pas la clé pour déchiffrer vos messages si importants. Et donc, WhatsApp ne peut pas lire vos messages. Ils peuvent lire nos messages informations... ou pas ? Non, ils peuvent pas. C'est comme Watchlist le lundi matin. Voici les informations que connaît WhatsApp. Votre téléphone, son OS, le nom de vos groupes, votre numéro de téléphone, votre version de l'application, votre photo de profil, les numéros avec qui vous avez échangé, et c'est tout. Et même ça, ils vont pas le partager, parce que sinon ils vont se manger une méga amende de la Commission européenne. Donc, si jamais vous avez peur de savoir ce que WhatsApp sait de vous, il y a une fonction dans WhatsApp qui vous permet d'obtenir un rapport sur votre propre compte que WhatsApp vous envoie dans les 3 jours, c'est dans les paramètres de l'application. Je l'ai partagé à mes collègues de l'école des facs, qui a ainsi pu auditer mon compte WhatsApp et voir que j'avais des amis pas woke. Pour revenir et finir avec les camarades, si on habitait aux US, je me dirais pourquoi pas migrer de WhatsApp vers une autre solution, parce qu'effectivement là, il y a moyen qu'il nous fasse chier. Mais ici, on parle vraiment de tuer une mouche avec un bazooka, et même pas le meilleur des bazookas. Parce que si vous voulez vraiment vous la jouer libriste de fac d'informatique, alors allez installer Threema. C'est le même délire, sauf que c'est installé en Suisse et non pas aux US, et que votre ID n'est même pas votre numéro de téléphone, mais un nombre random. Donc là, on est vraiment sur du parfait anonymat, plus dans un pays qui n'a pas l'habitude d'aller fouiller dans ce qui se passe du côté de ses ressortissants. Et si je puis finir ainsi, je préfère communiquer via un système utilisé par 2 milliards de personnes contre environ 50 millions pour Signal, géré par une multinationale et donc hyper exposé aux critiques, puisque la moindre faille de sécurité sera vite découverte et rendue publique,
puis corrigé. Je n'irai pas penser la même chose avec le système des Che Guevaros. Voilà. Eh bien. Ça balance. Que d'engagement. Non mais, vous avez tous eu dans votre famille des gens qui ont dit « Ah, maintenant on va aller sur Signal ». Peut-être même que vous êtes partis sur Signal. Mais non, mais j'ai été épargné. Pardon. Ah bah, on manquait d'une chronique de droite ce soir. Qui est sur Signal? Commençons. Qui est sur Signal? Moi, je suis sur Signal, sur Telegram. Je suis sur Moi, je suis sur les deux. Sur tout. Yep. Bah, j'ai personne qui me parle sur Signal. Sur Telegram, oui, mais sur Signal, personne. Vous voulez savoir quelque chose de drôle? Oui. Signal, je ne l'utilise quasiment que parce que mon coloc l'utilise et quand je vais au McDo, il m'envoie ses commandes pour le drive dessus. Voilà. Mais pourquoi il le fait pas par WhatsApp? Bah parce qu'il a supprimé WhatsApp. Putain. Donc il n'utilisait pas Signal avant la polémique. Je crois pas. Ouais, mais il fait ça parce qu'il boursicote beaucoup JPP. sur la crypto-monnaie et du coup, il se sent en danger. En quête d'identité. En tout cas, son compte en banque est en danger, mais c'est un autre problème. On l'invitera à faire une chronique là-dessus. Il y a un truc que je comprends pas avec le GDPR. Comment ça se fait que les informations qui nous identifient sont envoyées aux États-Unis? Ça devrait être stocké sur un serveur européen? Non. Alors, c'est stocké sur un serveur européen, sauf que, à mon avis, il y a de grandes chances que ce soit répliqué sur le serveur aux US. Donc au final, c'est stocké aux US. Tant que tu préviens les utilisateurs et que le pays de destination a des accords avec l'Union européenne, il n'y a pas de problème. Mais il faut prévenir les utilisateurs que leurs données sont stockées dans un pays extérieur à l'Union européenne. Mais en même temps, c'est assez logique. Ce qui serait le cas aussi en Suisse. Le système a besoin pour fonctionner. C'est un peu comme les fameux cookies obligatoires pour l'utilisation d'un site internet, par exemple. Ils ont besoin de connaître ton avatar, de connaître ton pseudo, de connaître ton numéro de téléphone et qui sont tes contacts pour pouvoir faire des liens en tout ça. Donc ça, ils peuvent se cacher derrière le fait que ce sont des informations dont ils ont besoin, même s'ils peuvent les monnayer derrière. Mais ça, c'est pas tant le RGPD que, en effet, l'utilisation des données, parce que le RGPD spécifie que les données, au-delà de qu'elles soient stockées, il faut que la finalité de l'usage soit claire pour les utilisateurs. Donc c'est dans les conditions de manière très très facile et très explicite pour l'utilisateur. Ils comprennent que quand il met son numéro de téléphone, il peut y avoir une marque, par exemple, qui pourrait avoir accès à ce numéro de téléphone si c'est le cas. Tu parles des CLUF, là? Je parle du RGPD, c'est la grosse évolution par rapport à ce qu'il y avait avant sur comment ça s'appelait, sur la loi informatique et liberté, sur la gestion des données, etc. Oui. C'est que tu devais préciser que tu stockais les données, mais il n'y avait pas cette notion de finalité de l'usage. Donc c'est la grosse évolution du RGPD, c'est de devoir spécifier que telle donnée est utilisée dans tel contexte. Donc un contexte publicitaire, un contexte statistique, par exemple, etc. Oui, d'accord, mais tout ça, c'est précisé dans les CLUF, dans les conditions légales. Même au-delà, c'est censé être même dès c'est pour ça que tu as eu toutes les phases, en particulier sur Facebook, parce que c'est l'un des plus gros concernés, mais Google aussi, sur dès que et ça c'était parmi les derniers à avoir mis à jour tout ça, et où tu avais quel niveau de personnalisation tu veux pour tes publicités, et où ils te mettent en avant quand même le fait que vous nous partagiez telle ou telle donnée, ça a des valeurs ajoutées parce que si ça, et donc ils te précisent, ils essayent d'enrober ça, et Facebook le fait pareil un petit peu, en te disant non mais c'est pas, on met pas en avant que c'est partagé à des tiers, on met surtout en avant que ça apporte un contenu qui est plus adapté à ton profil de chef de foyer trentenaire avec 5 enfants à charge. Et pas que sur Facebook, sur Twitter régulièrement on te demande si tu veux bien adhérer aux nouvelles conditions pour avoir des pubs personnalisées plutôt que d'avoir des pubs non personnalisées, parce que tu comprends, si la pub est pas personnalisée, c'est moins intéressant et pour toi et pour eux. Ce à quoi je réponds toujours non. Pareil. Et du coup, moi, je réponds oui. Que tu as créé un groupe Signal pour qu'on puisse échanger plutôt que le Discord au sein de l'équipe. Non, lui, il s'en fout, il a rien à cacher. Non, mais ça, c'est vraiment l'argument pété, quoi. J'ai rien à cacher, donc j'ai rien à craindre. Alors, je n'ai absolument pas dit je n'ai rien à cacher.
J'ai dit... Non mais t'as dit si vous organisez juste des week-ends, on s'en fout de ce que vous avez à dire, on lira pas vos messages, mais même dans les informations qui peuvent être transmises, il peut, enfin, savoir avec qui t'es en contact, à peu près savoir ta localisation, ça peut quand même servir à des choses un peu malfaisantes, enfin qui peuvent te nuire. Il sait pas ta localisation. Hein. Ça c'est ton opérateur qui sait. Ouais, non, il ne le sait pas. Dans les données que tu télécharges, il y a ton IP. Voilà. Ouais, ok. Enfin, mais non, je sais très bien que l'argument du je n'ai rien à cacher, donc vous pouvez tout retourner chez moi, il est pas valable. Mais en Europe, WhatsApp peut vraiment rien faire, quoi. Et après, si on part sur le côté technique, tout ce sur quoi repose WhatsApp est valable pour Signal. Donc en soi, l'un et l'autre sont autant sécurisés. Oui, ouais. Mais après, du coup, l'autre truc qui m'a trigger, c'est que genre on peut pas en vouloir aux gens d'être méfiants et d'avoir peur qu'on utilise leurs données. Genre s'ils ont peur, c'est bien que ça vient de quelque part, c'est qu'il y a déjà eu des déviances et que même s'il y a une loi pour le moment qui nous protège en Europe, on sait pas vers quoi ça veut dévier, quoi. Il y a déjà des lobbies qui militent contre le chiffrement dans le cas justement d'enquête judiciaire. C'est pas forcément, enfin, ça veut pas forcément dire que ça va arriver dans les prochains mois, mais il y a toujours un risque et on peut pas en vouloir aux gens d'avoir peur et les traiter d'idiots. Mais du coup, Julien peut. Des qui ne respectent pas les règles et qui ne respectent pas les conditions mises en place et qu'on découvre. Ouais, mais pour moi, c'est là la conclusion de Julien et je fais le parallèle avec les règles sanitaires dans la restauration et où tu vois tous les reportages sur oh là là, dans un McDonald's, on a trouvé un rat. Et tu te dis, ben oui, mais le McDo, s'il y a bien un fast-food, mais je ne vante pas les mérites de McDo, loin de là. Je pense que ça fait des années que je n'y ai pas mangé. Mais s'il y a bien un fast-food où tu peux aller de manière relativement sereine, c'est McDo pour les mêmes raisons que celle du partage de données sur Internet. C'est les plus gros acteurs sont ceux qui sont les plus surveillés et donc en effet l'argument de Julien me semble assez valable. Si jamais il y a quelqu'un qui est surveillé quant à ce qu'ils vont faire des données après le scandale Cambridge Analytica en plus des rachats, etc. C'est un Facebook. Donc en effet, se dire l'acteur là, pour l'instant, il est plus petit et puis il est tout gentil, il peut partager exactement les mêmes choses, sauf qu'à l'inverse d'un Facebook, il y a moins de vigilance à son égard de la part des autorités. Donc je sais pas. Le contrepoids de ça, c'est qu'il y a l'effet de réseau. Enfin, ça, du coup, c'est la même chose pour McDo, c'est que tout le monde y va parce que tout le monde y va et que ils en profitent pour te faire manger de la merde. Il y a plein de choses à critiquer sur McDo comme il y a plein de choses à critiquer sur WhatsApp et Facebook, mais ils ont aussi un peu plus de puissance et de liberté parce que justement ils ont un semblant de monopole, quoi. Ah, je sais pas, le kebab du coin ne serait pas d'accord sur le semblant de monopole. Et pourtant, il y a de grandes chances qu'ils servent de la nourriture congelée, recongelée. Ou la chaîne du froid était voir ailleurs si elle y était, quoi. C'est ça. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que souvent, c'est mis en avant par des gens comme un acte politique, en fait, de basculer de WhatsApp à Signal. Et moi je le comprends pas en Europe ce geste politique. C'est des gens qui ont des comptes Instagram. Je veux dire, à partir du moment où tu veux vraiment pas vendre tes données, utilise aucun service de Facebook alors. Mais les gens qui migrent sur Signal comme ça, c'est pas les mêmes personnes qui mettent sur leur mur Facebook « Je ne permets pas à Facebook ni aucune formation de Facebook ». Moi j'avoue que j'ai eu comme la même impression qu'à l'époque de MSN, où il y avait les mêmes messages qui revenaient régulièrement. C'était envoyez ce message à tous vos contacts, à au moins 15 de vos contacts, sinon Microsoft rendra votre compte payant. Une chaîne. J'ai eu l'impression d'avoir ce même effet de masse de gens qui comprennent pas vraiment ce qui se passe, mais qui suivent quand même parce qu'il faut suivre. Ouais.
C'est un peu l'impression que j'ai eue. Je vais pas faire de Moi, recherche. ça me saoulait, j'allais pas migrer sur Signal alors qu'on m'avait déjà forcé à venir sur WhatsApp alors que tout le monde était déjà sur Facebook Messenger, j'ai pas compris. Mais c'est toi, tonton Gérard. Ah bah non, je suis pas tonton Gérard. Tout le monde était déjà sur Facebook Messenger, j'ai pas compris pourquoi tout le monde a voulu aller sur WhatsApp d'un seul coup. On m'a dit, C'est vrai que moi ça a été un mystère aussi. Facebook Messenger c'est Facebook. Mais WhatsApp c'est Facebook. voilà. J'ai pas compris. Après oui, peut-être les photos étaient meilleures, la compression des photos était meilleure, je sais pas. La gestion des groupes est meilleure. Tout ça. Bon, les messages vocaux sont à durée non limitée. Pour quelqu'un qui aime beaucoup les messages. Et c'est vocaux, une vraie c'est tendance. très Alors ça fera l'objet d'une autre chronique là. Les gens qui savent plus Oui. écrire et qui ne font que des mémos C'est vocaux, moi. j'en peux plus non plus. Ah, je déteste les gens qui font ça. Ça m'insupporte, mais en effet, gardons-le pour une prochaine chronique. Je suis désolée. Simon, Ça se on pratique le avec gardera, consentement. Ça se pratique avec consentement, par contre. Ah non, mais on veut pas savoir ce que tu mets dans tes messages Quand je reçois un message vocaux. vocal, je stresse. J'ai l'impression que ma mère va m'engueuler. J'ai l'impression de recevoir une soufflante, vous savez, comme dans Harry Potter, la lettre que Oui. Molly envoie à Ronald Weasley et qu'il l'engueule. Pour moi, c'est la même chose. Alors, ça se peut, le message vocal, c'est « Coucou, tu vas bien ?» Mais moi, je suis en mode « Oh putain, si C'est elle vrai me que moi, parle ou s'il me parle, c'est que je vais me faire engueuler. » Voilà. C'est vrai que je vais quand même beaucoup mieux depuis que j'ai la messagerie visuelle sur mon téléphone et que les messages sur mon répondeur, je peux les écouter juste en cliquant sur Pareil. lecture. Mais c'est vrai que avant de devoir se dire, ah, je vais appeler un répondeur, vous avez 3 nouveaux messages. Le message vocal, c'est vrai que c'est une hantise. Bon, bah, On voit moins faut un texte. absolument qu'on fasse une chronique là-dessus. Oui. Tout à fait. Ça y est, c'est parti. Donc du coup, qui a vraiment migré sur Signal Karen. après le message de WhatsApp? est-ce que si on y était déjà inscrit, ça compte comme une migration? Non. Parce que moi, je l'ai Non, c'est installé est-ce il y a qu'on est 2 passé ans, là-dessus en C'était usage. Moi, j'ai il y a créé 2 un ans. compte, mais je continue sur WhatsApp, quoi. J'ai installé Signal quand Edward Snowden a dit qu'il fallait utiliser Signal ou Telegram. Est-ce que tu as acheté des actions Signal quand Elon Musk a dit qu'il fallait passer sur Signal? Non, je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire d'une entreprise qui s'appelle Signal, mais qui n'a rien à voir avec la messagerie, qui a grimpé en bourse parce que Elon Musk a tweeté utilisez Signal. Putain, je trouve ça quand Avec même Elon Musk, il bizarre. faut vraiment suivre tous ses conseils d'investissement. Je trouve ça quand même très bizarre que tous ces gens communiquent avec du dentifrice. Mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà, donc faites tourner cette chronique à vos potes de gauche ou aux potes de droite qui vous cassent les couilles pour installer Signal. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que Karen partagera cette chronique. Mais Ah non. Je me contiens là déjà. Je pense que Karen va surtout dire bon bah finalement vous étiez bien mignon mais finalement je m'en fais. Ah bah du coup on m'a donné les billes pour que je tienne mon rôle de chroniqueuse de gauche quoi clairement. Je pense qu'il y a toute une autre chronique à faire sur le chiffrement par contre. Yes. Et là ça va être drôle. et le chiffre ment souvent. Hein. Le chiffrement, souvent, les statistiques. Oh. Très bon, très très bon. Excellent. Eh bien, nous voilà du coup au bout de nos réactions aussi concernant WhatsApp et Signal. Plus personne n'avait rien d'autre à ajouter. Oui, je pense qu'on est arrivé au bout de nos rêves. Je pense qu'on arrive au bout de nos Oh, Comme Booba. la raison s'achève Tout au ici. bout de nos rêves, où la raison s'achève. Tout au bout de nos rêves. Et nous approchons déjà de l'heure d'émission tout doucement, donc je pense que nous avons tenu un timing des plus adéquat. Et c'était d'ailleurs une très chouette émission, un très bon moment encore passé avec vous, et je pense que nous allons arriver à la minute que nous n'avons pas encore abordée aujourd'hui. Nous n'avons pas fait de promotion, je pense, aujourd'hui. Hein. Je n'ai pas l'impression non, pas du qu'on tout. est- Non, c'est le moment, il faut absolument parler du pas oublier, Patreon, si on a envie de des parler autres du podcasts, Patreon, ça- du label. Ça risque d'être compliqué. Du coup, peut-être que Zu veut nous parler de son podcast, pour commencer. De ces podcasts. C'est podcast. Oui, donc je participe à différents podcasts du label Podcut. Oh, Podcut. Au cas où vous ne le connaissiez pas, voici un échantillon de nos nouveaux produits. C'est l'effet Potatoes. Donc, par exemple, la Podcut Fiction, où nous racontons des histoires très différentes. Certaines où la bière a disparu, d'autres où le monde est envahi par des monstres invisibles. Et à Dr. Watt, où l'on parle de Doctor Who, avec Grand Poil, Pomme, Nymphe et Audrey. Et oui, j'ai plusieurs facettes de personnalité. Et on peut le d'ailleurs, trouver Doctor Who sur aucune plateforme de streaming, donc niquez-vous, voilà.
Et on peut le trouver quelque sur part, Netflix, ce label. un petit peu, et puis moi j'attends toujours les dernières saisons. C'est à partir de la saison 5 sur Amazon Prime et on a lancé une grande opération avec. Est-ce qu'il y a la 11 et la 12 ? Il n'y a pas encore la 11 et la 12 qui sont, je crois, sur Salto. Super. Oh non, mais je vais pas m'abonner à Salto. Bah, c'est du replay de France Télé, c'est pour ça. Ah oui. Mais avec d'autres, avec des youtubeurs Wuvian, lorsque Netflix a demandé il y a pas longtemps, juste pour faire du référencement, qu'est-ce que vous voulez sur votre plateforme, on a beaucoup demandé Doctor Who, donc on continue d'y croire. Bien. Et du coup, Podcut, donc est-ce que quelqu'un aurait envie de nous parler de Podcut ? Je sais pas, Julien, Sous-X. Allez, je fais déjà dans G7. Podcut est le label dont fait partie l'école des facs, Watchlist et tout ça. Vous l'avez bien entendu durant tout l'épisode, nous n'avons fait que la promo de ce merveilleux label sur lequel vous allez pouvoir retrouver une totalité de 24 podcasts. Comme l'a si bien dit Julien, on vous invite à nous soutenir 1 €, même 1 €, ça suffit. Pour déjà. Eh oui, mesdames, messieurs, 1 € seulement. 1 € seulement, tout à fait. C'est moins cher qu'un croissant. C'est tout à fait, c'est moins cher. C'est moins cher que gratuit. Moins cher, ce serait gratuit. Vous nous retrouvez sur patreon.com/podcut et vous retrouvez l'intégralité des podcasts sur podcut.studio. Merci, mesdames et messieurs. Eh bien, merci Sous-X pour cette jolie présentation et merci à toute l'équipe d'avoir encore été avec moi ce soir pour cette très jolie émission. J'espère que vous avez passé un bon moment, vous toutes et tous, pendant cet enregistrement. Alors, je pense que vous tous ont passé un bon moment, mais certaines toutes n'ont pas passé un très bon moment. J'espère que Karen reviendra. Mais oui. Elle est déjà partie. Quel suspense jusqu'au mois prochain. Karen, es-tu là ? Non, mais Karen prendra sa revanche la semaine prochaine. La semaine prochaine carrément. Ok. Et je pense que les nombreux auditeurs et auditrices bondiront dans leur série. Ah bah j'arrive pour qu'on passe en hebdo. C'est vrai qu'on peut le dire, nos auditeurs risquent. Ah oui. Mais on va faire beaucoup plus de contenu cette année. Les autres le savent pas encore, hein, mais on va en faire plus, les gens. Pour vous. Ça a déjà commencé. Ouais, et normalement cet épisode sortira entre une chronique de Audrey sur un gadget Kickstarter qui a fonctionné et une revue de presse des podcasts. Et à partir de septembre, peut-être que je ferai un truc sur les GAFA. Ou les GAFA, on n'en parle pas assez dans l'école des facs. Ou les BATB. Il faudra peut-être que je refasse toute ma chronique sur les BATX. Tu veux dire les BATX ? Ben non, écoute, apparemment, Xiaomi s'est fait gentiment remercier à la place par le grand Biden. Oh. Ah oui, la puissance TikTok. Exactement. La puissance TikTok. Et oui. Donc vous aurez l'occasion d'en entendre parler à nouveau. Un programme chargé, donc. Un programme chargé. Et c'est sur ces bonnes nouvelles que nous allons vous dire au revoir et au mois prochain. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. À bientôt. C'est la lutte.